السلام عليكم مشاهدي ومتتبعي قناة النهار، وأهلا بكم إلى عدد جديد من حصتكم ضيف الاقتصاد. ضيفي وضيفكم في هذا العدد هو رجل أعمال جزائري في كل مرة يذكر اسمه إلا وقلت نفس الكلمات عليه: الصراحة، الإرادة، العمل والشباب. بدون إطالة وبدون الإطالة في المقدمات كذلك، نرحب بالسيد سليم عثماني، رئيس هيئة كار للتفكير حول المؤسسة ورئيس مجلس إدارة شركة رويبة للعصائر. أهلا بك معنا وشكرا لتلبيتك لهذه الدعوة. شكرا. كأول سؤال سي سليم عثماني، أفضل أن نبدأ من الوضعية الاقتصادية التي تعيشها حاليا الجزائر. كيف ترى هذه الوضعية، أو بمعنى آخر إلى أين تتجه الجزائر؟ Sauf la question qui m'a dit, la question est difficile concernant la situation économique dans le sens où il y a beaucoup de signaux d'alerte qui sont affichés. Beaucoup d'experts se sont prononcés sur la situation économique qui est davantage liée à la situation des hydrocarbures, au déclin du prix des hydrocarbures et aussi au déclin des réserves algériennes. Donc ces deux paramètres, la conjonction de ces deux paramètres a entraîné une grande inquiétude, on va dire peut-être même un affolement de la part de tous les acteurs, de par le fait que subitement on est en train de voir que l'économie que nous avons bâtie au cours des 30, 40, 50 dernières années ne peut plus fonctionner avec les perspectives qui nous sont présentées par ces deux paramètres. Déclin du prix, donc amenuisement des rentrées en devises, déclin des réserves et consommation interne qui entraîne évidemment un déclin des exportations et donc encore une fois un déclin des rentrées en devises. Tout ceci évidemment n'augure rien de bon pour les 2-3 prochaines années au maximum. Les choses peuvent s'accélérer évidemment si le processus de diversification de l'économie ne s'accélère pas de façon forte et si aussi les importations, je ne parle pas du contrôle des importations, mais les importations ne soient pas le fait d'acteurs professionnels qui importent dans le but d'alimenter le marché pour des produits qui sont demandés, plutôt que d'alimenter le marché pour des produits qui sont absolument inutiles. On rentrera dans le détail de cette notion de classification de produits. سي سليم عثماني، في نفس السياق شفنا كذلك الحكومة اتخذت العديد من الإجراءات والعديد من التدابير. في كل مرة تغير قوانين، في كل مرة نسمع وزير يقول إجراء مؤسسة إلى غير ذلك. نتكلموا مثلا الآن على قانون مالية 2016. حاليا هناك مشروع، شفنا مجموعة من الإجراءات، شفنا تحفيزات جبائية، شفنا العديد من الأمور، تقشف، ترشيد النفقات. هل قانون المالية هو الذي يساعد الجزائر في تجاوز هذه الأزمة؟ Je pense que la loi de finances n'est pas suffisante pour justement passer le cap de la crise. Pardon, avant de parler de loi de finances, il faut avant tout tomber d'accord sur ce que nous voulons faire de notre pays. Il faudrait évidemment que l'on pose une vision qui soit à moyen et long terme, mais que l'on sache sur à nouveau les 20-30 prochaines années vers quoi nous voulons aller. À partir de là, les lois de finances qui vont venir, donc de 2016 et plus, sont des lois de finances qui vont venir accompagner, corriger, ajuster tout ce qui va permettre de concrétiser et de réaliser cette ambition pour l'Algérie. Malheureusement, ce que nous voyons, c'est que les lois de finances qui viennent, la loi de finances complémentaire 2015, la loi de finances 2016, sont des lois de finances qui viennent juste corriger quelques petites choses, faire des ajustements. Dans certains cas, ça peut être acceptable. Dans d'autres cas, c'est absolument inutile et même contre-productif. Voire même dans d'autres cas, on n'a pas fait les ajustements nécessaires qu'il faut. Voilà, donc à titre d'exemple, je peux vous citer l'exemple de la TAP qui est mon cheval de bataille, qui est quelque chose contre laquelle je me bats depuis des années. L'exemple de la TAP, de mon point de vue, on s'est trompé de diagnostic. Alors c'est étonnant parce que aussi bien l'administration fiscale que nous, chefs d'entreprise, sommes venus avec des propositions qui tenaient la route concernant la TAP, des propositions qui auraient permis d'adresser le problème de la TAP de façon beaucoup plus consistante, beaucoup plus cohérente. Et là, on voit apparaître une solution qui est
messieurs les chefs d'entreprise, on vous a baissé la TAP. Ce n'est pas pour nous que ça devrait s'adresser. La TAP est un véritable catalyseur d'argent dans le système informel parce que tous les réseaux de distribution ne peuvent pas exister avec la TAP parce que pour qu'ils existent, il faut que l'État accepte une inflation de 15 à 20% sur le prix des produits qui sont commercialisés, ce qui est socialement inacceptable. Donc aujourd'hui, on a présenté des solutions qui tiennent la route. Même le ministère des Finances est entièrement d'accord là-dessus. Mais qu'est-ce que l'on voit? On a baissé la TAP pour les industriels, mais ça ne sert à rien. Deuxièmement, quand vous regardez un peu ce qui s'est passé pour les activités de service, on a augmenté de façon indifférenciée l'IBS sur les activités de service, alors que اقتصاد مبني على les activités de service. تجي انت معناها كما يقولوا presque تحطمهم les activités de service هذوما وما تدعمهمش, vous ne les encouragez pas. Les activités de service aujourd'hui, si vous êtes dans le service, et vous êtes dans le service peut-être dans une activité audiovisuelle, essayez d'obtenir un crédit bancaire, essayez d'obtenir un terrain, une assiette foncière pour bâtir un espace économique pour exercer votre activité de service. Essayez d'obtenir des avantages fiscaux pour une activité de service. Vous n'obtenez rien du tout. Alors que les services sont le socle et le pilier d'une économie. يعني زادوا ضرائب كثيرة على ضرائب مقابل تخفيض ضرائب على قطاعات أخرى. كلموا كذلك على قانون آخر يعني اللي تعول عليه الجزائر كثيرا من أجل يعني إنعاش يعني قطاع الاستثمار في الجزائر. هناك مشروع قانون استثمار جديد شرعت يعني الحكومة فيه وتم المصادقة عليه يعني في مجلس الوزراء. كيف ترى هذا القانون وهل هذا القانون راح يعيد يعني يجذب يعني الاستثمارات للجزائر أم أنه يبقى مثل القوانين السابقة؟ Aujourd'hui, la destination Algérie n'est pas attractive en matière d'investissement. Elle n'est pas attractive pour plusieurs raisons. D'abord, parce qu'on a un passif. Notre passif, il est caractérisé par quoi? Il est caractérisé par une instabilité juridique, donc des textes qui changent régulièrement. Il est caractérisé par des applications de lois de façon rétroactive, ce qui est contraire à la constitution algérienne. C'est écrit. Aucun impôt ne peut être rétroactif en Algérie. Donc, on l'a vu, que ce soit pour les Algériens ou pour les étrangers. Dans les deux cas, nous avons subi dans le passé des impôts rétroactifs. À ce jour, il y a encore quelque chose, un impôt qui traîne, qui est un impôt rétroactif. Ça ne sert à rien d'en parler de façon précise et technique. Pour ceux qui voudraient qu'on en parle, on pourra en parler. Mais il existe encore ce passif qui traîne, qui rend la destination pas très attractive. De plus, il y a des affaires qui concernent les investisseurs étrangers, que ce soit les affaires d'Orascom, que ce soit d'autres affaires, des affaires on a désigné, c'est-à-dire certaines entreprises étrangères tout de suite à la vindicte populaire à travers les médias, etc. Ça crée une espèce de peur de la part de l'investisseur étranger. Et cette peur-là se traduit par un prix, ce qu'on appelle un premium à l'investissement. Le risque est tellement grand, je veux gagner beaucoup, je veux faire ceci, je veux des avantages, etc. La destination Algérie aujourd'hui pour les investissements directs étrangers n'est pas attractive aussi par la loi 4951. Le gouvernement continue à défendre bec et ongle la loi 4951 telle qu'elle est dictée. En toute honnêteté, je ne comprends pas tellement cet entêtement à vouloir maintenir la forme de la loi 4951. Le 4951 ne doit pas s'appliquer de façon indifférenciée à tous les secteurs d'activité. Par contre, on peut dire qu'il doit y avoir un minimum, on peut considérer un minimum acceptable pour les investisseurs algériens. Aujourd'hui, si vous regardez le 4951 tel qu'il est, on va prendre un exemple qui va vous intéresser. Sur les investissements importants que pourrait réaliser l'Algérie, on va dire des investissements à plus de 100 millions d'euros, d'accord? Il y a peut-être 20, 30, 40, 50 investissements à plus de 100 millions d'euros, d'accord? Quand vous êtes dans une loi 4951, qu'est-ce que vous êtes en train de dire? Un investissement à 100 millions d'euros, ça veut dire que les investisseurs doivent apporter à peu près 50 millions d'euros. Ça veut dire qu'il existe aujourd'hui des investisseurs algériens qui peuvent tous mettre 25 à 30 millions d'euros sur la table, d'accord, en cash. Ce n'est pas du crédit bancaire, d'accord?
Ben, citez-les-moi. Est-ce que c'est les fameux 4500 milliardaires algériens? Est-ce qu'ils sont milliardaires localement? Est-ce qu'ils sont milliardaires à l'étranger? De quoi nous parlons exactement? Et je ne sais pas comment on va pouvoir attirer des investisseurs. Alors, il y a des montages qui se font. Les étrangers acceptent de payer pour le compte de l'Algérien. Ouais, à ce moment-là, ça devient un sponsor. السيد يجي يستثمر هنا في الجزائر عنده شريك جزائري قاعد راقد في الدار. نعم بالفعل يعني حيلة كثيرة يستعملها يعني الشركاء الأجانب. كاين قوانين كثيرة هي تعتمدها الجزائر. أنتم كشركاء اقتصاديين هل يتم أخذ اقتراحاتكم بعين الاعتبار؟ هل يتم التشاور معكم؟ هل يتم التحاور معكم في مختلف هذه القوانين يراهم سواء قانون المالية سواء قانون الاستثمار إلى غير ذلك؟ بكل صراحة. Le dialogue s'est amélioré depuis quelque temps. Il s'est amélioré. Est-ce qu'il s'est amélioré à la lumière de la crise économique ou il s'est amélioré par une volonté politique? هو ما تمش حوار ولكن تم أخذ العين الاعتبار معناها اقتراحات. Il y a eu quelques doléances qui ont été intégrées. Mais on n'est pas encore une fois, entre prendre en considération certaines demandes de la sphère patronale. C'est une chose. Ça, c'est de l'opérationnel, comme on dit. Avoir une ambition pour l'Algérie, une ambition économique pour l'Algérie, inscrire l'Algérie dans les chaînes de valeur mondiales, c'est autre chose. Ça se discute avec le monde patronal, ça se discute avec les experts, et à ce moment-là, on pose une stratégie. Ce que j'ai entendu, et ce qui m'a surpris, j'ai entendu le gouvernement dire « Nous avons une feuille de route jusqu'à 2030. Nous savons ce qu'il faut faire. » Mais justement, la force d'une feuille de route, c'est de la partager avec tous les acteurs et mobiliser les acteurs autour de cette feuille de route. Mais si cette feuille de route est annoncée et elle est gardée secrète et confidentielle, ce n'est plus une feuille de route. C'est le plan d'un groupe non identifié qui veut tracer un chemin pour tout un pays pour une société, et toute une société sans que cette société ne soit impliquée. Donc en fait, on est les passagers d'un train dont on ne connaît pas la destination. Et c'est là où il y a un véritable problème. Je suis heureux d'apprendre que, comme on dit, on sait où on va jusqu'en 2030, mais on sait où on va. On sait où on va. Ok, je suis d'accord. Je m'implique avec toi dans ce projet-là. Et peut-être que ton projet, il y a certains aspects qu'on pourrait améliorer. D'accord? Mais dis-moi de quoi tu parles. Dis-moi où tu veux aller, dis-moi quelles industries, dis-moi quels services, dis-moi quelle agriculture, dis-moi quelle éducation, dis-moi quelle santé, dis-moi quelle culture tu veux qu'on mette en œuvre dans ce pays pour qu'il y ait de la cohérence. كاين الكثير يعني من رجال المال والأعمال اللي راهم حابين يستثمروا في الجزائر يتكلموا على عراقيل كثيرة. هل بالفعل كاين هذه العراقيل سي سليم عثماني؟ Les obstacles bureaucratiques existent. Il y avait un article écrit par Nourdine Grim concernant le malaise des cadres de la nation. Et j'ai téléphoné à Nourdine Grim pour lui dire « Ton article est excellent. Je comprends le malaise des cadres. Mais dans ton article, tu as parlé de la bureaucratie. Qui est le bureaucrate? Est-ce que vous pensez que le ministre instruit son administration pour créer des obstacles? Ça va vous étonner, je vais défendre les ministres. Vous croyez que le ministre demande à son administration de bloquer les investissements de M. Yassine? Pas du tout. Donc c'est le cadre, le fonctionnaire lui-même qui construit cet obstacle bureaucratique. En fait, les cadres de l'Algérie, s'ils s'impliquaient plus, s'ils fonctionnaient en mode non bureaucratique, peut-être qu'à ce moment-là, tous ces obstacles bureaucratiques dont parle le monde de l'entreprise seraient levés. Je vais revenir à ce point, parce que c'est très important. Pourquoi il y a autant de bureaucratie? Il n'y a pas autant de bureaucratie uniquement parce qu'il y a de la corruption. Non, pas du tout.
Il y a des obstacles bureaucratiques parce que l'individu veut exister dans la société. Et le système tel qu'il fonctionne, l'administration telle qu'elle fonctionne, elle ne valorise pas l'individu. Il n'existe pas dans cette pyramide, dans cette nébuleuse. Il a besoin d'exister. Quelle est pour lui sa meilleure façon d'exister? Je sais, les sociologues vont dire c'est un raccourci. C'est un raccourci, mais c'est une réalité. Quelle est la meilleure façon pour quelqu'un qui est dans un bureau et qui reçoit des feuilles sur lesquelles il doit mettre sa signature? Il n'a pas uniquement le khalas. Ce n'est pas uniquement une question d'argent. Il y a de l'argent. C'est une question de merci, vous avez bien fait votre travail. Nous allons honorer tel cadre de l'administration parce qu'il a affiché des performances extraordinaires. Donc en fait, c'est un système, on va parler de la méritocratie, on va parler des performances de l'individu et de la valorisation de l'individu dans l'administration. Et ça va supposer des réformes. On va revenir à la notion de réforme. Aussi bien la réforme de l'administration que les réformes économiques sont aujourd'hui fondamentaux. Et c'est pour ça que quand vous dites est-ce que les demandes des chefs d'entreprise ont été prises en œuvre, est-ce que c'est des demandes symboliques, mais le grand schéma, grand schéma qui concerne de grandes réformes, une véritable révolution des mentalités, etc. Est-ce qu'il est présent? Est-ce qu'il existe? C'est de ça que je voudrais parler. في نفس السياق بما أنه تكلمنا على البيروقراطية، تكلمنا على الرشوة إلى غيره، من بين ربما العراقيل اللي يعانيها رجال الأعمال لما يحبوا يعني يستثمروا، يعني يعانوا يعني من السلطات المحلية، من الولاة إلى غير ذلك باش تحصل على رخصة إلى غير ذلك. مؤخرا شفنا الحكومة أعطت صلاحية وأعطت يعني أعطت أوامر باش تكون هناك يعني عملية مرافقة هذول رجال الأعمال، خصوصا فيما يخص العقار. انتم كرجال اعمال بعد شهر او شهرين من هذا الشيء، اسكو التمستوا يعني تطبيق هذه التعليمات على ارض الواقع ام انها بقيت حبرا على ورق؟ انا نحب نفهم حاجه، وعلاش والي لابد يستنى اوامر جايه من وزير باش يهتم بالولايه نتاعو والاستثمار في الولايه نتاعو؟ نحب نفهم هذه واش معناها. معناها انتم حسب رايكم انسان والي قاعد الاستثمار في الولايه نتاعو ما يهموش، خلق مناصب عمل في الولايه نتاعو ما يهموش. C'est faux. Ce n'est pas possible. À moins vraiment qu'on est gouverné par des gens qui n'aiment pas leur pays, ce qui n'est pas le cas de toutes les façons. Tout le monde est nationaliste, tout le monde aime son pays, tout le monde a envie que l'Algérie soit une autre Algérie. Ce que nous observons par contre, c'est que la notion de temps, soit elle n'est pas enseignée dans l'école, soit toutes les montres sont cassées في الجزائر, soit il n'y a pas de calendrier, parce que واحد كي يجيب معناها مطلب une demande pour un foncier, une assiette industrielle. Quand l'assiette industrielle existe et quand vous mettez 18 à 24 mois pour obtenir ce papier-là, il y a un problème. Ce n'est pas un problème uniquement d'existence, c'est pas un problème de bureaucratie, c'est un problème de mentalité. Il y a un problème de mentalité, il y a quelque chose qui ne va pas. Quand j'ai vécu personnellement, et je le vois, à ce jour, un projet, création de 250 postes d'emploi dans une wilaya, avec un investissement de 70 à 80 millions de dollars, avec des nouvelles technologies, avec une diversification de l'économie, avec des investisseurs étrangers. معناها كل واش طالبه الحكومه موجود يعني. عام و9 اشهر للان مازال الورقه ما جاتش. وعلاه؟ عندنا عدينا في فتره رمضان تاع 2014، الحج 2014، لي فاكونس العطله نتاع 2014، العيد نتاع 2014، عقبنا رمضان نتاع 2015، الحج نتاع 2015، العيد نتاع 2015، للان مازالوا. Et ce cas-là ne me concerne pas uniquement moi personnellement. Non. Il concerne des milliers d'investisseurs. Si vous multipliez ça par le nombre d'emplois potentiellement créés, peut-être que la moyenne elle est à 50 emplois. On est en train de parler de 50 000, 60 000, 100 000 personnes en emploi direct qu'on néglige. Pourquoi? Alors pourquoi cela? Non. Pas parce qu'il n'y a pas l'instruction du ministre. L'instruction du ministre est insuffisante. Ça fait des années, il y a exactement 4 ans, que nous avons demandé, et ça a été repris par absolument toutes les associations patronales, ça a été repris par diverses organisations, de dire
adjoignons au Premier ministre une cellule نعم. croissance, emploi et compétitivité. Cette cellule-là, ce sont des gens qui sont suffisamment, disons, renforcés par le Premier ministre pour qu'ils aient une action transversale à travers tous les ministères. Je tape à la porte de la cellule. Monsieur, ça fait 8 mois que j'attends mon investissement. Ce n'est pas possible. Il me bloque. Il va directement. C'est comme ça que ça va bouger. بالفعل. Et ça ne peut pas bouger autrement. نتكلموا كذلك دائما فيما يخص الوضعيه الاقتصاديه للجزائر. لو شفنا يعني من 1999 الى غايه هذه السنه صرفنا تقريبا 800 مليار دولار، حققنا العديد من الانجازات خاصه في البنى التحتيه، قطاع السكن، مستشفيات الى غد، لكن اخفقنا يعني في تحقيق اقلاع اقتصادي حقيقي خارج قطاع المحروقات. لماذا؟ او بمعنى اخر سي سليم عثمان، من هو المسؤول؟ هل هو الوزير؟ هل هو المواطن؟ هل هو الرئيس ام ماذا؟ Non, ce n'est pas une question de désigner quelqu'un de responsable. Il y a eu une espèce de consensus dans la société qui est lié à des traumatismes historiques qui voulait que, dans le cadre de ce grand programme présidentiel, le financement de ce programme se faisait uniquement sur l'argent de l'État. Et le résultat a été que ces projets d'infrastructure qui devaient générer beaucoup de savoir-faire, permettre à des entreprises de se constituer et de se créer, n'a pas eu les effets escomptés, n'a pas eu les effets entraînants sur l'économie. Il a juste créé une croissance artificielle sans créer un développement fort d'entreprises autour de ce programme présidentiel. C'est le système d'éducation, l'université qui aurait dû en bénéficier, c'est le monde, l'univers des PME, PMI qui aurait dû en bénéficier, c'est aussi le monde, le développement et l'émergence de grands champions dans divers secteurs, surtout dans le bâtiment, dans le génie civil, etc., dans les télécoms, dans l'énergie, dans la pétrochimie. Tout ça n'a pas émergé parce que la décision a été prise de tout payer cash. Et quand on paye cash, qu'est-ce qu'on fait? 9 fois sur 10. On va essayer de chercher à l'étranger un acteur, on le fait venir, on ne demande pas du tout à cet acteur, on n'oblige pas cet acteur de se mettre ou de s'associer avec un acteur local ou de faire naître un acteur local pour qu'il y ait un véritable transfert de savoir-faire. Donc ça, on ne peut pas désigner un responsable. Non. Je pense que la société, dans sa globalité, est responsable parce que la société elle-même est dans cette logique. Pour preuve, aujourd'hui, chaque fois que vous parlez d'endettement, il y a une levée de bouclier, la terre entière se lève en l'endettement. Désignez-moi un pays au monde qui ne s'endette pas. Désignez-moi un pays au monde. Même la Chine, qui a des réserves extraordinaires, va par moments emprunter sur le marché international parce que c'est tout à fait normal. Donc, il faut se débarrasser de certaines choses. Mais on n'est pas encore débarrassé de tous ces préjugés-là. سليم عثماني دائما فيما يخص هذا ناخذ مثلا قطاع الصناعة. قطاع الصناعة يعني في 8 سنوات يعني صرف تقريبا 100 مليار دولار، أعيد وأكرر 100 مليار دولار، لكن لو نشوفوا النتيجة مازالها ضعيفة. قطاع الصناعة واش من قطاع الصناعة؟ قطاع الصناعة يعني الأموال اللي تم صرفها في إعادة الهيكلة، في إعادة شراء المصانع إلى غير ذلك، يعني تقدر ب 100 مليار دولار، لكن لو نشوفوا النتيجة على الأرض الواقع نشوفوا أن قطاع الصناعة يعني مازال ضعيف، ماشي أنني نقول مازال ضعيف، لكن الأرقام تؤكد ذلك. Encore une fois, je n'ai pas compris ce chiffre. Là, j'ai pas compris. Comment voulez-vous que l'industrie dépense 100 milliards d'euros? Est-ce que vous parlez de la réhabilitation de l'industrie بالفعل الأموال التي صرفت نعم الأموال التي خصصت لقطاع الصناعة من أجل النهوض بقطاع الصناعة le public ولا le privé؟ نعم فيما يخص القطاع العام أكيد بطبيعة القطاع العام. نعم. القطاع العام. Sur le secteur public, bon, j'ai mon opinion qui n'est pas celle de tout le monde. Évidemment, de mon point de vue, je pense qu'on a raté le coach de le moment du processus de privatisation. À un moment donné, un processus de privatisation a été engagé. Sur certaines activités, il n'est pas nécessaire d'engager le processus de privatisation. Surtout, Madame Hanoun va s'énerver, évidemment, mais c'est pas ça. Il ne s'agit pas de privatiser et de jeter en pâture les gens dans la rue. Il s'agit de dire, il y a des activités
qui peuvent très très bien fonctionner de façon différente, qui peuvent créer de la valeur pour le pays, qui peuvent permettre au pays de s'inscrire dans la chaîne de valeur mondiale, tout en étant privé, parce que le management est différent, parce que les compétences managériales sont différentes, parce que l'investissement sera différent, etc., pour plusieurs raisons. Aujourd'hui, les efforts qui ont été faits sur le secteur public, certaines entreprises ont réussi, d'autres ont échoué. Il faut faire un constat tout à fait lucide. Celles qui ont échoué, il faut rapidement comprendre, il ne faut pas perdre de temps avec celles qui ont échoué, rapidement comprendre leur échec et ensuite se dire qu'est-ce qu'on fait? Remettre de l'argent dans des entreprises qui ont échoué avec un outil de production obsolète et un management qui ne tient pas la route, ça ne sert strictement à rien. Non, les vendre, à qui vous allez les vendre? Même l'acheteur, moi je ne parle même pas d'acheteur international, l'acheteur algérien va venir, il va regarder, il va dire qu'est-ce que j'achète? J'achète quoi? Je ne peux pas, j'achète pas un marché, cette entreprise n'a pas de part de marché. Je n'achète pas des compétences, il n'y a plus, le management n'est pas au rendez-vous. Je n'achète pas une marque, cette marque-là n'existe pas. Qu'est-ce que j'achète? J'achète les murs, j'achète les machines ne valent plus rien. Donc, si c'est une opération immobilière, il faut le dire. Si ce n'est pas une opération immobilière, ça peut être quoi? Alors, est-ce que l'État va accompagner, aider ces restructurations? Je ne sais pas. Mais aujourd'hui, il faut être lucide. Reprendre de l'argent et le mettre dans des entreprises qui sont obsolètes à tous les niveaux et qui n'ont pas le bon management, c'est une erreur. Non. Certaines entreprises fonctionnent, certaines entreprises publiques, je peux en citer quelques-unes que je connais, Saïda, elle tourne très très bien, il n'y a aucun problème. Bien sûr, bien sûr, et puis il ne faut pas habituer, on ne peut pas rester dans une logique de fonctionnariat. On ne peut pas faire fonctionner une économie dans une logique de fonctionnariat. Par contre, c'est très important de préserver et de maintenir les équilibres. Dans le club CARE que j'anime, on le dit, on le répète, nous sommes des sociolibérales. Ça veut dire qu'on n'est pas pour une société qui accélère, qui accroît, qui accentue les inégalités au sein de la société. سي سليمان عثماني، النقاش يعني مازال متواصل معي. مشاهدي ومتتبعي قناة نهار، نقاش مازال متواصل، انتظرونا، سنعود بعد لحظات بعد هذا الفاصل القصير. أهلا بكم مشاهدي ومتتبعي قناة نهار إلى الجزء الثاني من حصة ضيف والاقتصاد، وضيفي في هذا الاستوديو والسيد سليم عثماني. سليم عثماني، تكلمنا على العديد من الأمور، تكلمنا بالأخص على مشاكل الاقتصاد الجزائري، وهي مشاكل يعني كثيرة. كاين نقطة فقط يعني نلقوها في الجزائر للأسف، هي ظاهرة نشوفوا كثير يعني من الوزراء وحتى يعني رؤساء الحكومة إلى غير ذلك يقولوا قرارات، يقولوا إجراءات كثيرة، لكن يعجز الوزير وحتى يعني صاحب القرار أنه يطبق هذا الإجراء على أرض الواقع. لماذا؟ Il y a à peu près une dizaine d'années, j'intervenais, c'était mes débuts d'intervention un peu énergique, on va dire. J'intervenais et je disais, ça concernait le système bancaire quand j'ai fait mon intervention, et ça rejoint ce que vous dites. Je disais, ce qui se passe, c'est qu'entre le sommet et la base, l'élément intermédiaire n'est pas au rendez-vous et ne fonctionne pas. C'est comme une courroie, la roue à moitié du milieu, elle ne fonctionne pas. Fait le Jazair, l'Ouazir, il peut produire des textes de loi, il peut prendre des décisions. Si la machine administrative n'exécute pas et ne veut pas le faire, ça ne marche pas. كاين un investisseur مستثمر واش قال لي؟ قال لي يديروا واش يحبوا ويقولوا واش يحبوا. كي الإدارة elle s'oppose à l'exécution, elle fera tout pour que ça ne marche pas. Et ça se passe. C'est une réalité sur le terrain. Vous entendez, vous interpellez un ministre sur ses décisions, sur les textes de loi, vous lui dites, monsieur le ministre, mais c'est vous qui avez dit ça. Vous sentez immédiatement quelque chose qui est le désarroi. Le désarroi face à une machine bureaucratique et administrative extrêmement forte. Oui, la bureaucratie est plus forte que le gouvernement. La bureaucratie est plus forte que le gouvernement. Et c'est pour ça qu'il y a urgence à réformer l'administration algérienne, qu'il y ait des compétences qui soient recrutées. Un journaliste l'a dit pas plus tard qu'il y a quelques jours. Tout le monde le dit depuis des années. Nous avons besoin de recruter des gens qualifiés.
il faut revoir le mode de rémunération pour attirer des gens compétents, qualifiés. L'administration a perdu énormément de ses compétences, beaucoup de gens ont quitté. Il y a des jeunes qui arrivent, mais les jeunes ont besoin d'avoir en face d'eux d'abord une administration structurée, une administration qui les motive, une administration où ils peuvent trouver leur place et une administration où ils peuvent apprendre. Nous n'avons pas ça aujourd'hui. Soyons clairs. Donc vous-même, quand vous êtes confronté à l'administration, vous constatez qu'il y a des gens de bonne volonté, mais il y en a aussi beaucoup qui ne font rien et qui s'opposent à ceux qui travaillent. كذلك هناك نقطة مهمة حاليا يعني تصنع الحدث يعني حاليا ربما في وسائل الإعلام فيما يخص يعني طلب الجزائر لأول مرة طلبت يعني الجزائر يعني بعد بحبوحة مالية كبيرة وبعد تسديد ديون طلبت أنها تعاود للاستدانة من خلال طلب قرض من الصين. يعني كيف ترى هذه الخطوة ولماذا لجأت الجزائر في هذا الوقت بالذات؟ يعني هل هذا يعني أن الجزائر بالفعل هي في خطر بدأت تدخل في خطر إلى غير ذلك؟ Ça fait partie des blocages culturels dans la tête du citoyen qui ont été alimentés à mon grand désespoir par le système, par le gouvernement, par l'État pendant des années, à se gargariser, à vanter le fait qu'on n'est pas endetté. C'est très bien, c'est des messages pour rassurer la population, mais il faut arrêter avec ça. Parce qu'il n'existe pas de pays qui ne s'endettent pas. Absolument tous les pays du monde, les plus grandes puissances, s'endettent pour mener un projet d'infrastructure, pour ceci, pour cela. Donc les mécanismes de financement de l'économie doivent être revus, et ils doivent être revus avec beaucoup de sérénité. Il faut calmer le jeu autour de cette histoire d'endettement. L'Algérie, par exemple, l'autoroute Est-Ouest, on n'avait pas besoin de la payer cash. Pourquoi avoir payé cash l'autoroute Est-Ouest? Près de 14 milliards de dollars annoncés dans les journaux. Je ne connais pas le chiffre. Mais 14 milliards de dollars, quel est le pays au monde qui va s'offrir 14 milliards de dollars une autoroute? Personne ne le fait. On fait du financement international, il y a de grandes institutions qui sont prêtes à accompagner ce financement. Il y a ce qu'on appelle des fonds spéciaux pour les infrastructures. Les fonds d'infrastructure existent dans le monde. On aurait pu la faire ce qu'on appelle en BOT. Donc ça veut dire qu'un opérateur économique international associé à un opérateur local algérien aurait pu exploiter, construire cette autoroute pendant les 30-40 prochaines années. Donc que l'Algérie s'interroge ou se pose des questions autour de possibles appels à du concours de financement international pour financer tel ou tel projet d'infrastructure, non seulement ça ne me choque pas, mais en plus c'est une nécessité. C'est-à-dire continuer à imaginer que nous allons financer sans faire appel à la finance mondiale certains de nos projets structurants, je trouve que c'est une aberration. نعم كذلك نقطة مهمة كذلك يعني بعد مصنع رونو وكذلك بعد الحديث عن مصنع آخر يعني بيجو تكلم يعني وزير الصناعة مؤخرا قال لك هناك مصنع يعني لتركيب السيارات بالجزائر يعني يتكفلوا به الصينيين. يعني هل الجزائر يعني بحاجة إلى مصانع هذه السيارات أو بمعنى آخر هل مصانع يعني بناء مصانع لتركيب السيارات هي اللي تبني يعني وتطور الاقتصاد الوطني؟ Wallah, c'est une bonne question qui rejoint un peu la question du début dans le sens où si l'État a une vision pour 2030 qu'il nous la dévoile, si l'État veut faire de l'Algérie une plateforme automobile, d'abord je trouve qu'on est un peu en retard par rapport à tout ce qui se passe ou tout ce qui s'est passé dans le monde. Et si on voudrait penser à de l'automobile, peut-être qu'il faudrait penser à un autre type d'automobile, peut-être s'inscrire justement sur une vision 2030 et commencer à penser à des véhicules hybrides ou des véhicules électriques. Donc c'est une autre industrie automobile que celle dont on est en train de nous parler. Mais est-ce que c'est vraiment le rôle de l'État de dire je vais investir dans l'automobile, vous allez investir dans l'automobile, vous allez investir dans tel ou tel secteur? Non, le rôle de l'État n'est pas celui-là. Le rôle de l'État, c'est de fixer le cap de façon consensuelle, on est tous d'accord, la société est d'accord sur un cap. Le rôle de l'État, c'est de définir les règles de jeu et de mettre en œuvre absolument tout ce qu'il faut pour que ce cap soit atteint dans les meilleurs délais et pour que le rêve de l'Algérien se concrétise. Maintenant qu'on vient de dire on va faire avec la Chine, moi ça me gêne que ce soit le ministre qui discute avec des Chinois
Pour construire une usine, ce n'est pas au ministre, c'est au chef d'entreprise. C'est au chef d'entreprise de mesurer, d'évaluer l'opportunité d'un investissement dans l'automobile. Pourquoi ça serait le ministère de l'Industrie? Le ministère de l'Industrie doit s'enquérir ou s'inquiéter des problèmes vécus par l'industrie. Le ministère de l'Industrie doit pouvoir nous fournir de l'information sur finalement dans quelle chaîne de valeur mondiale on pourrait s'inscrire, et voici ce que lui, ministère, pourrait nous apporter. Regardez, je veux prendre 2 minutes de votre temps parce que c'est très important. Regardez les chaînes de valeur mondiales. Textile, pétrochimique, cuir et peau, électronique, automobile, agroalimentaire. Dans quelle chaîne de valeur mondiale nous sommes aujourd'hui? Si vous pouvez répondre à cette question, je serais très heureux d'entendre votre réponse. On n'est nulle part. Nous sommes en bout de chaîne, on est des consommateurs de produits de la chaîne de valeur mondiale et on produit pour nous. On n'est nulle part. Peut-être on fournit des matières premières, donc on est soit au début, soit à la fin. Mais on est nulle part entre les deux. Donc en fait, aujourd'hui, le véritable exercice que devrait faire le ministère de l'Industrie, c'est celui-là. C'est regarder, faire un étalage complet de ce qui se passe au niveau mondial. C'est quoi les chaînes de valeur? C'est quoi l'évolution mondiale? Comment l'Algérie peut s'inscrire quelque part dans une chaîne de valeur mondiale et proposer une vision 2030, comme ils disent, où nous allons inscrire telle et telle et telle et telle activité dans les chaînes de valeur mondiales, et voilà ce que nous allons faire. Et ça va coûter tant, et à ce moment-là, on discute. نعم، الآن نتكلموا على نقطة مهمة ولازم نتكلموا عليها لأنه كذلك هي صنعة الحدث مؤخرا وتكلمت عليها وسائل الإعلام سواء الوطنية أو الدولية، هي قضية يعني يسعد البراب وكذلك صراعه حاليا يعني مع الحكومة والتصريحات الأخيرة تاع وزير الصناعة عبد السلام بوشوارب. كيفاش يعني تشوف أنت كزميل يعني للسيد يسعد البراب هذه القضية اللي خذت يعني أبعاد كثيرة يعني؟ J'ai eu à le déclarer à plusieurs reprises. Moi, je déplore que ce soit un incident qui ait pris d'abord une telle ampleur, et cet incident qui soit étalé sur la place publique, etc. Ça aurait pu se régler de façon beaucoup plus sereine, beaucoup plus discrète. On n'a pas besoin de sensationnel autour d'un événement comme celui-là ou d'une mésentente comme celle-là. Il faut apaiser les esprits. Il faut arrêter de stigmatiser ou de désigner à la vindicte populaire tel ou tel acteur parce qu'on est en situation de crise économique, donc il faut trouver des boucs émissaires. Et Saad El-Brab n'est pas un bouc émissaire, je ne suis pas un bouc émissaire, l'autre n'est pas un bouc émissaire. Personne n'est bouc émissaire. On travaille tous pour l'Algérie, que ce soit le chef d'entreprise ou le ministre. Chacun peut-être a sa part de responsabilité dans ce qui s'est passé. Je vais utiliser un langage diplomatique parce que je ne veux pas jeter d'huile sur le feu. Ça ne sert strictement à rien. Aujourd'hui, la situation est ce qu'elle est. Je pense qu'il faut vraiment apaiser les esprits, s'enfermer dans une logique de stigmatiser Issaad ou de stigmatiser le ministre est absolument contre-productif pour l'Algérie. Et vous savez, ce qu'on envoie comme signaux à la communauté internationale, on envoie des signaux négatifs. Négatifs dans le sens où vous ne pouvez pas exercer librement votre métier d'entrepreneur, ou bien négatifs dans le sens où actuellement la situation est telle que franchement ça fait peur d'investir en Algérie. Donc moi, de mon point de vue, les médias devraient s'arrêter un tout petit peu par rapport à cette histoire. Et les pouvoirs publics devraient aussi un tout petit peu mettre, comme on dit, d'eau dans le vin, hein, même si c'est pas très catholique, comme on dit. Là, hein. Il faut calmer le jeu, il faut que la situation retrouve le chemin de la sérénité et qu'on ne soit pas dans une logique de destruction d'un grand groupe. نعم، يعني مباشرة يعني بعد هذه الحادثة شفنا يعني رئيس منتدى رؤساء المؤسسات الإحداد أعلن يعني من بريطانيا من لندن على تقديم رخص يعني لتكرير السكر في الجزائر، وبعدها بأيام كذلك وزير التجارة يعلن من وهران كذلك عن تقديم يعني 5 يعني رخص يعني لتكرير يعني السكر. يعني لماذا في هذا الوقت بالذات يتم الإعلان عن القضاء على احتكار مادة السكر؟ وهذه المصانع اللي رايحين يديروها في حالة أنه داروها يعني ميدانيا ماذا ستضيف للاقتصاد الوطني؟ هل ستساعد الاقتصاد الوطني أم ستكون ضد؟
Je vous laisse libre au niveau des conclusions de pourquoi cette annonce a été faite. Moi, je ne me prononcerai pas du tout. Ça ne m'intéresse absolument pas, tous ces jeux politiques qu'il y a, etc. Ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est juste la donne économique. Quelle que soit la concomitance de l'annonce, etc. D'abord, investir dans tel ou tel secteur, il n'y a pas d'annonce à faire. Non. Et ce n'est pas à l'État de dire « je t'autorise à investir ». L'État n'autorise pas à investir. Un investisseur a fait son choix d'investissement. Il est libre d'investir dans ce qu'il veut. C'est consacré par absolument tous les textes de la République algérienne. Le fait d'augmenter les capacités de production en Algérie de sucre, encore une fois, je m'interroge sur la chaîne de valeur mondiale du sucre. Où se situons-nous? Avons-nous intérêt à augmenter les capacités? Est-ce que ça a un sens économique pour notre pays? Ma conclusion personnelle, compte tenu des capacités installées par Issa Draoua, compte tenu des capacités installées par Cristal Union dans la région de Louiba, compte tenu des 3 usines qu'il y a aussi dans la région d'Oran qui sont en train de se développer, pas celles qui ont été annoncées. Je ne vois pas aujourd'hui le sens d'augmenter encore les capacités qu'il y a sur le marché algérien. En fait, ça me renvoie à quelque chose qui n'a strictement rien à voir avec ce qui s'est passé. Ça me renvoie au problème du système bancaire algérien. Le système bancaire algérien est un système qui souffre d'une chose, c'est l'absence d'outils ou l'absence de département d'analyse et de recherche. Toutes les banques publiques algériennes n'ont pas de département d'analyse et de recherche. D'ailleurs, les nouveaux investissements qui sont en train de se créer dans le sucre, je ne pense pas qu'ils soient financés par des banques internationales. Pourquoi? Parce que les banques internationales ont des départements d'analyse et recherche. Et elles savent très très bien qu'il est anti-économique de financer de tels projets. Donc les départements d'analyse et recherche, qu'est-ce qu'ils font? Quand vous arrivez avec un projet d'investissement, qui que vous soyez, ils posent le projet, ils prennent le projet d'investissement, ils regardent ce que vous avez mis dans votre étude de marché, etc. Et eux vont faire leur travail d'analyse de marché, des perspectives de développement. Et après, ils vont dire, est-ce que les chiffres que vous avez mis tiennent la route, ils sont cohérents, c'est possible ou là, c'est pas possible. À partir de là, il se le faut le que de drame. Anna, si j'étais banquier, il y a beaucoup de projets, je ne parle pas uniquement des projets de sucre, il y a beaucoup de projets pour lesquels aujourd'hui, je ne mettrai pas un centime. En tant que banquier, en tant que banquier, système financier, parce que c'est des projets lourds, c'est des investissements lourds, c'est des investissements qui vont aussi mobiliser énormément de fonds de roulement. Ça veut dire qu'il faut... mis à part la partie investissement, il faut de l'argent pour faire tourner la machine. Donc, il faut être extrêmement vigilant. Il ne s'agit pas de détruire ces investissements. Si les gens ont décidé d'investir, ils sont libres. نعم سي سليم كذلك سؤال آخر أو بمعنى آخر نطرح لك يعني سؤال وأنا نعرفك يعني بصراحتك يعني المحودة. في كثير من المرات نقرأوا في الجرائد ولا نشوفوا حتى يعني مسؤول يعني يتهم رجل أعمال يعني بالتزوير ولا يتهم رجل أعمال بالفساد ولا تهريب الأموال الخارج. سؤالي كما يلي سيد سليمان، هل في الجزائر يوجد رجل أعمال جزائري صافي 100%؟ Je ne peux que me prononcer que pour moi-même. Moi, je me sens dans cette position. Je ne surfacture pas mes importations, je ne sous-facture pas localement, je ne pratique pas le sans-facture, je déclare mes employés, je paye mes impôts. Quand je voyage, je vais changer sur le marché parallèle un peu d'argent dans les limites autorisées par la loi. Donc, je l'ai dit des dizaines de fois, je le fais comme tout le monde. Je reçois mon salaire, je change un peu d'argent de mon salaire, je reçois mes dividendes. Il m'arrive parfois de changer de l'argent de mes dividendes, mais je ne change pas des sommes astronomiques. Je voyage comme un citoyen normal. فيما يخص رجال الأعمال كامل يعني صحيح هذه المقولة؟ Je ne peux pas me الكثير يقول أنه ليس هناك رجل أعمال صافي 100%. Eh ben, celui qui fait cette déclaration, c'est son problème. Moi, je ne peux parler que pour moi, je ne peux pas parler pour des autres. Mais je pense que il y a quelques années, il y a 3-4 ans, on a tenu, j'ai présidé
la création d'un groupe de travail qui a produit le premier code algérien de bonne gouvernance. D'accord? الحكم الرشد. فيما يخص المؤسسات. Ce premier code algérien de gouvernance, il se voulait un outil, un instrument, un livre de chevet pour le chef d'entreprise algérien pour comprendre son rôle dans son entreprise et comment il doit faire fonctionner dans l'entreprise. درناه باللغة العربية ودرناه باللغة الفرنسية. هكذاك معناه كل راجل أعمال عنده هذا الكتاب هذا يسمح له باش يسير الشركة نتاعو من أحسن ما يكون. فيما يخص الحكم الرشد تاع الشركة نتاعو la bonne gouvernance de son entreprise. Donc aujourd'hui, est-ce que ce code de gouvernance est vivant? Je considère qu'il commence à vivre, je le vois. Il y a beaucoup de chefs d'entreprise avec qui je m'entretiens qui me parlent de gouvernance, de bonne gouvernance. Déjà, l'entrée en bourse d'une entreprise, l'entrée en bourse d'une entreprise, où la perspective d'entrée en bourse d'une entreprise impose aux chefs d'entreprise d'être dans une logique de transparence. أحد رجال المال والأعمال يعني في حديث يعني خاص معه قال لك من بين الأمور اللي تخلي رجل الأعمال أنه يدخل يعني في التزوير ولا تهريب العملة أو حتى يعني الرشاوى والحيلة هي المنظومة البنكية وكذلك المنظومة الجبائية في الجزائر هي اللي تدفع رجال المال باش يدخلوا في هذا. صحيح سي؟ Bon, on trouve toujours une explication qui est liée d'abord à la fiscalité, évidemment. Les gens trouvent que par rapport à ce qu'ils mettent, ils ne gagnent pas suffisamment. Ça, c'est valable dans le monde entier. La nature humaine peine à payer ses impôts, donc forcément, il y a ce qu'on appelle les niches fiscales. Regardez, les multinationales du monde entier cherchent à faire de l'optimisation fiscale. L'optimisation fiscale est un peu difficile parce qu'il n'y a pas suffisamment d'instruments. Et l'optimisation fiscale, elle est contournée par certaines dérives, certaines non-déclarations sur le chiffre d'affaires, certaines non-déclarations sur certains impôts. C'est normal. C'est normal. Pour imaginer une société, une société mujtama, où il y a absolument tous les acteurs qui sont absolument propres, ce n'est pas possible, ça n'existe pas. Donc, soyons cohérents. Si la question est de dire est-ce que tous les chefs d'entreprise sont pourris, je vous dis non. Est-ce qu'il existe des chefs d'entreprise comme partout dans le monde? Est-ce que nous sommes dans des ratios qui ressemblent à ce qui se passe dans le monde? Certainement. Il y a des gens bien, il y a des gens pas bien, il y a des gens moyens, il y a des... الآن نتكلم على منتدى رؤساء المؤسسات وأنت عندك تجربة يعني في منتدى رؤساء المؤسسات نشفلها في الأيام الأولى لما تم انتخاب علي حداد سألتك سؤال قلت لك كيفاش راك تشوف يعني الدور اللي راهو يقوموا به حاليا قلت لي نفضل أنه نخلي يعني الأيام هي اللي تكتشف ذلك الآن يعني بعد مرور أيام بعد مرور تقريبا قريب يعني عام نفس السؤال يطرح مرة نفس السؤال يطرح j'ai vu un peu ce qui se faisait. Bon, le forum des chefs d'entreprise a cherché à se déployer à l'international. Le forum des chefs d'entreprise a cherché à utiliser, et je l'ai dit moi-même dès les premiers jours de l'élection de Ali Haddad, a cherché à utiliser sa proximité avec le pouvoir pour porter le message des chefs d'entreprise. Et au début, j'avais dit, si c'est comme ça, pourquoi pas? Au contraire, c'est bien. Si ça peut faire aboutir les revendications du monde de l'entreprise, eh ben c'est positif. Où on en est aujourd'hui, je ne sais pas réellement si le résultat en termes d'aboutissement des revendications est aussi positif que cela. Je pense qu'il y a le Forum des chefs d'entreprise commence ou réalise ou bien a toujours été conscient, je n'en ai aucune idée, puisque moi je ne les côtoie pas au quotidien, réalise que la tâche est beaucoup plus complexe que cela, et que disons, les divergences de point de vue entre groupes, pas au sein du forum, mais dans le groupe les groupes qui dirigent l'Algérie font que justement des revendications qui vont dans le sens de l'amélioration du climat des affaires peinent à se mettre en place, et ça nous ramène toujours à la notion de temps. Le temps ne compte pas malheureusement en Algérie, et ça c'est un véritable problème. Alors, est-ce qu'ils ont réussi ou ils ont échoué? D'abord, ce n'est pas à moi de juger, je n'ai pas suffisamment d'abord d'éléments qui me permettent de juger de cela. Parce que là où ils ont réussi, c'est en termes de visibilité et en termes de représentativité, puisque effectivement, ils se présentent et ils sont présentés comme étant le
porte-parole du patronat en Algérie. Non. L'attente probable des chefs d'entreprise algériens, c'est que effectivement ce forum devienne un syndicat de patrons, ce qu'il n'est pas aujourd'hui. نعم الآن يعني بما أن الوقت يعني يداهمنا والمخرج يقول أن نبقى فقط يعني دقائق معدودة عندي بعض الأسئلة الشخصية فقط ماذا بيا نطرحها وتكون إجابات قصيرة إذا أمكن. هل ممكن أن نعرف يعني أحسن صديق بالنسبة لسليم عثماني؟ أحسن صديق هو ابني يوسف. ابنك يوسف. نعم يعني ماذا تمثل الجزائر بالنسبة لسليم عثماني؟ Je l'ai dit à plusieurs reprises. Pour moi, l'Algérie, c'est tout. نعم. Absolument tout. Et c'est le pays qui m'a beaucoup donné et c'est le pays pour lequel je donnerai énormément. ما هو رد سليم عثماني على رجال المال الذين يقولون سليم عثماني هو تونسي أكثر مما هو جزائري؟ Je suis tunisien, je suis algérien, je suis canadien aussi. Je n'ai pas honte de mes origines, de ma nationalité. Quel est l'Algérien qui va renier sa mère? Vous voulez que je renie ma mère simplement pour vous faire plaisir? Je vous réponds, non, je ne renierai pas ma mère. Ma mère est tunisienne. Non. Eh bien, je n'ai pas honte de ma mère et je n'ai pas honte de mes origines tunisiennes. Mon père est algérien, chaoui. Je n'ai pas honte de mes origines algériennes, chaoui. Je suis fier de ce patchwork qui fait ma personnalité et qui fait ce que je suis aujourd'hui. Je vais vous dire une chose. Je suis surpris du nombre d'Algéro-Tunisiens qu'il y a, même dans les médias. Non. La dernière fois, j'étais face à un grand journaliste algérien dans un média, algéro-tunisien. J'étais à la radio et la télévision algérienne. Non. 2-3 étaient de père et de mère algérienne. Pourquoi faut-il cacher son origine? بالفعل. سؤال آخر في نفس السياق، لماذا تصريحاتك يعني تزعج يعني رجال المال والعمل في الجزائر؟ Parce que par moments, je dis peut-être la vérité sans l'enrober. Et ça ne me gêne pas. Peut-être que je ne sais pas faire autrement, c'est ma personnalité. نعم. بعد ما خرجت يعني من منتدى رؤساء المؤسسات الأفسيو، ما هو الدرس اللي تعلمه السيد سليم عثماني؟ Ce que j'ai appris, c'est que dans la vie, le plus important, c'est les valeurs. Et dans une société, fi mujtama, si la société n'est pas posée sur des valeurs fortes, elle ne peut pas avancer. Et ce qui m'a donné aujourd'hui énormément de force, c'est que mes valeurs font partie et continuent à faire partie de mon éducation. Et ce sont ces valeurs-là qui me donnent la force. Et ces valeurs-là qui me permettent de revenir vous voir dans une émission, toujours avec autant de sérénité, autant de franchise. Parce que... نعم إن شاء الله. هل بالفعل رجل أعمال في الجزائر لو ما يساندش يعني مثلا وزير، ما يساندش مثلا خطة حكومة راح تعرقل مشاريعه؟ صحيح هذا المقال؟ Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Et du moins, moi, je ne le pense pas. Et j'aimerais pas que ce soit comme cela. Parce que si c'est vraiment le cas, à ce moment-là, on va rejoindre le livre de Boualem Sansal de 1084. On va devenir tous des zombies. نعم. يعني ما هو الفرق بين منتدى رؤساء المؤسسات في الجزائر ومنتدى ميدياف بفرنسا؟ Là, فرق كبير. Ce n'est pas du tout la même chose. D'abord, ce n'est pas la même structure. Le MEDEF, c'est une... Non, pas du tout. C'est pas du tout la même structure d'organisation. Le MEDEF réunit des associations, des organisations. Le MEDEF est organisé par... Non, nous ne pouvons pas comparer et on ne peut pas les mettre... D'ailleurs, il y a une des gênes, si vous avez 15 secondes, une des grandes gênes, très souvent, c'est quand le MEDEF vient en Algérie ou quand l'Algérie se déplace, ou le forum se déplace pour rencontrer le MEDEF, il y a ce qu'on appelle une asymétrie, une réelle asymétrie entre les interlocuteurs. Le MEDEF, très souvent, il y a absolument tout le CAC 40 qui est en face, il y a des organisations très structurées, qui représentent des secteurs d'activité, qui ont des plans, qui ont des visions pour leur secteur d'activité. Le MEDEF, le forum n'est pas structuré en syndicat, ni par filière, etc. C'est peut-être l'émergence, la naissance d'un patronat algérien structuré. نعم. سؤال آخر يعني ربما في السياسة، يعني ما رأيك يعني في التغيرات الأخيرة اللي صارت يعني في الديارس؟ Moi, personnellement, je ne peux pas les comprendre parce que je ne suis pas au fait de l'actu. On voit, on est spectateur. Je suis comme vous, je suis assis sur une chaise, je lis le journal, je regarde la télévision. Quelle opinion je peux avoir de quelque chose que j'ignore? Je ne sais même pas ce qui se passe. Quoi, pourquoi, comment. Et vous savez, ce qui m'a toujours surpris, en Algérie, depuis que je suis arrivé en 1990 exactement, c'est l'année à laquelle j'ai commencé à vivre en Algérie, depuis 1990, je suis surpris que les services secrets soient aussi visibles, c'est-à-dire
يقول لك هذا يخدم في هذا كولونيل نتاع دي ار اس، هذا كوموندون نتاع دي. جي جامي فيو سا. مهما بلاد اللي عشت فيها في العالم جامي شفت إلا في الجزائر. هذا الا في الجزائر. معناها سي با ان سيرفيس سكري، سي ان سيرفيس بوبليك. نعم. Donc, هو كذلك جزائري. je suis peut-être content que peut-être qu'on va revenir à plus d'orthodoxie en matière de secret réellement de l'institution. Si vous travaillez pour les services secrets, vous n'allez pas le dire. Il est arrivé que des gens, je suis colonel au DRS. Pourquoi tu dis que tu es colonel au نعم. DRS? سؤال آخر سي سليم عثماني، هل تدفع الزكاة؟ Oui, bien sûr, tout à fait normal. نعم. Allez. نعم. Vous pensez que c'est une considération religieuse? نعم، يقولوا رجال الأعمال ما يدفعوش يعني الزكاة ربما. Non, mais ce n'est pas une considération religieuse. C'est une considération qui va au-delà de la religion, bien avant la religion. D'accord? Maintenant, c'est dicté par la religion. C'est très bien. Pourquoi? C'est pour imposer. Mais donner 10% de ses revenus. Nous l'avons fait avant même que ce soit dans la tête un principe religieux. C'est-à-dire c'est quelque chose de normal. ماذا يعني ما هي القيمة اللي زادها يعني سليم عثماني للاقتصاد الجزائري؟ Je pense qu'à travers, de façon très très simple, moi je considère que mon rôle de chef d'entreprise, je dois donner la pleine expression de mon rôle, aussi bien à l'intérieur des murs de mon entreprise qu'à l'extérieur des murs de mon entreprise. C'est-à-dire, mes collaborateurs, mes employés, ceux qui vivent avec moi, je dois leur transmettre les valeurs qui ont fait ce que je suis, que je considère comme des valeurs fortes. Non. À l'extérieur, mon entreprise doit exister dans la société. Elle ne doit pas vivre en déconnexion totale avec la société dans laquelle elle évolue, le mujtama. Donc, tout ça, ça contribue à générer ce qu'on appelle une externalité positive dans la société. Ça veut dire qu'on apporte à la société. On apporte de bons produits, on apporte des bonnes pratiques de gestion, on apporte de l'honnêteté, on apporte de l'hygiène, on apporte de la discipline, on apporte du savoir-faire. Voilà tout ce que l'on peut apporter. يعني النقاش يعني لا ينتهي لكن الوقت ينتهي سي سليم عثماني. ممكن يعني كلمة أخيرة فقط إذا كنت تود إضافة أي شيء يعني نسينا أن نتكلم عليه في هذا النقاش الشيق بطبيعة الحال. لا, je pense que nous avons oublié de parler de l'essentiel, c'est-à-dire la jeunesse algérienne, les efforts que nous faisons pour accompagner la jeunesse algérienne, aussi bien dans mon entreprise que moi-même. Je pense qu'il est un âge où il faut savoir transmettre et c'est ce que je suis en train de faire. Et j'espère que tous les chefs d'entreprise algériens s'inscrivent dans cette logique de transmission, de partage, d'échange, partage d'expérience pour la jeunesse algérienne. Je trouve qu'on ne le fait pas assez dans notre pays. Je trouve que la jeunesse n'est pas encore suffisamment mise en avant et n'est pas suffisamment accompagnée. Donc, un message d'espoir, c'est la jeunesse algérienne qui est l'espoir de l'Algérie de demain. Et la jeunesse algérienne doit s'impliquer davantage dans la vie associative, dans la société civile. السيد سليم عثماني رئيس هيئة كار للتفكير حول المؤسسة ورئيس مجلس إدارة شركة رويبة للعصائر، أشكرك جزيلا على كل هذه التوضيحات ونتمنى لك التوفيق في استثماراتك وفي مؤسستك إلى غير ذلك. الشكر كذلك موصول إليكم أنتم مشاهدي ومتتبعي قناة النهار. تقبلوا تحياتي وتحية كل الفريق العامل معي. انتظرونا الأسبوع القادم في نفس القناة وفي نفس التوقيت كذلك. أطيب المنى والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.